Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Que change le projet de loi énergie renouvelable pour la filière des éoliennes en France? Comment réussir enfin la planification terrestre et maritime? Je poserai ces questions à mon invité Michel Gioria, qui est délégué général de France Énergie Éolienne. Ce sera juste après ces titres. Le débat de ce Smart Impact portera sur les engagements des producteurs de champagne pour améliorer le bilan carbone de leur activité. La filière vient d'annoncer un nouveau plan de développement durable. Et puis dans Smart Ideas, on va découvrir ensemble le dispositif d'assistance cardiaque développé par la société bordelaise Fine Hearts. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Michel Gioria, bienvenue. Vous êtes donc le délégué général de France Énergie Éolienne. On va parler de cette loi dédiée aux énergies renouvelables qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire. C'est le 24 janvier dernier. Il reste maintenant aux députés et aux sénateurs de voter cette loi définitivement. Évidemment, c'est une étape importante qui a été franchie. Comment vous l'avez reçue ? Écoutez, c'est une très bonne nouvelle, puisque c'est la première fois en France qu'il y a un texte de loi dédié aux énergies renouvelables, et notamment à l'éolien sur terre et en mer en France. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et c'est quelque chose qui permet de faire rentrer dans l'opinion la notion d'accélération autour du développement des énergies renouvelables. Ça fait aujourd'hui 20 ans que la France est engagée dans le développement de ces énergies renouvelables. C'était au début des années 2000. Et en fait, aujourd'hui, 20 ans après, c'est la première fois qu'on se dit, allez, si on veut vraiment décarboner notre économie, qui dépend encore aujourd'hui de 60% d'énergie fossile, et bien en fait, il faut qu'on accélère le développement des énergies renouvelables. Et ce texte illustre ça et fait rentrer ça dans l'opinion publique. On va rentrer évidemment dans le détail de ce que cette loi propose, mais il faudra combien d'années, voire de décennies pour rattraper le retard sur les pays d'Europe qui sont dans le trio de tête? En fait, on a un cap que l'Union européenne a donné, qui est 2030. Donc c'est dans 8 ans. Dans 8 ans, il faut que la France ait 40% de sa production d'énergie qui dépend des énergies fossiles. 40% de sa production d'énergie, qui dépend des énergies renouvelables. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc il faut qu'en fait, on aille 3 fois plus vite que ce qu'on a été au cours des 20 dernières années. Bon, donc ça veut dire qu'il faut qu'on change de méthode, et cette loi, elle est là pour ça. Donc en fait, on a 8 ans pour réussir progressivement à mettre en œuvre l'ensemble des actions identifiées dans cette loi, pour changer de méthode et être au rendez-vous. Il y a des pays d'Europe qui sont beaucoup plus près que nous de ces 40%. Alors, tout le monde n'est pas parti du même niveau, c'est déjà un point qui est important, et tout le monde n'a pas le même objectif non plus. Voilà, et n'a pas les mêmes objectifs. Ouais, donc ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui la France est le seul pays de l'Union européenne à avoir loupé son objectif, à être passé à côté. On est arrivé à 19% en 2020, alors qu'on devait être à 23%, donc on est le seul pays de l'Union européenne. Et on a des pays, notamment, on regarde beaucoup ce qui se passe en Espagne et au Portugal, parce qu'il y a une méthode à la fois de développement des énergies renouvelables qui combine diversification du mix énergétique et quelque chose qui est vraiment important, qui est protection du consommateur. On a appris au cours de l'année 2022, en fait, qu'il fallait réussir, y compris en cas de choc, à protéger le consommateur, qu'il soit collectivité territoriale, entreprise ou ménage. Et en fait, l'Espagne et le Portugal sont les deux pays qui, aujourd'hui, en Europe, réussissent le mieux. Alors ça, c'est un aspect important, la dimension sociale, on va dire, de la transition énergétique. Si on rentre dans le détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc vous dites protection du consommateur, peut-être meilleure répartition aussi des profits pour les riverains. C'est quoi cette dimension sociale? Alors cette loi, la loi qui a fait l'objet d'une CMP conclusive, le 24 janvier dernier. Donc commission mixte paritaire. Commission mixte paritaire, tout à fait. En fait, elle, dans ses derniers titres, elle fait rentrer pour la première fois, elle a créé un débat autour de la répartition de la valeur autour des énergies renouvelables. Donc en fait, ce que nous ont dit les sénateurs et les députés, nous au début, ce qu'on avait proposé, c'était de mettre en place des tarifs préférentiels pour les riverains. Bon. Donc le gouvernement, en lien avec les différentes filières ONR, s'était dit, tiens, c'est quelque chose qui ressort très fort des débats publics locaux, qui est demandé par les citoyens. En fait, du coup, pourquoi nous ne mettons pas dans la loi? Et en fait, le Sénat et l'Assemblée nationale ont dit, en fait, nous, on préfère quelque chose de plus collectif, ce qui s'entend complètement. Et donc, ils ont ouvert 2 voies. Une première voie qui est la possibilité de faciliter l'entrée au capital des riverains. C'est-à-dire que vous avez un projet solaire, vous avez un projet éolien, vous avez un projet de méthanisation qui vient à côté de chez vous. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre un bout d'épargne
de votre épargne dans ce projet-là. Et du coup, votre épargne va être rémunérée à 3, 4, 5, 6% en fonction des revenus dégagés par le projet d'énergie renouvelable en question. Donc ça, c'est une première orientation. Et deuxième orientation, qui est aussi très importante, c'est les sénateurs et les députés ont dit on a un sujet majeur de précarité énergétique en France, notamment dans les milieux ruraux. Et ça, c'est un point qui est important. Les énergies renouvelables se développent majoritairement sur les territoires ruraux. Eh bien, créons la possibilité que lorsqu'un projet arrive sur un territoire, qu'ils viennent financer un fonds qui va contribuer à rénover les bâtiments publics ou privés qui sont en situation de forte consommation ou qui sont des passoires énergétiques. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ouais. Ça n'empêchera pas une gratification financière des riverains en fonction des projets. C'est pas parce que c'est pas forcément écrit dans la loi que... Alors, à ce jour, c'est pas écrit dans la loi. D'accord. Donc, on verra si dans d'autres textes de loi, ça sera possible, puisque les sénateurs et les députés ont dit non, nous, c'est pas cette option-là que l'on prend. Donc, ça, c'est un point qui est important. Par contre, il y a un point qui est aussi essentiel, c'est qu'on continue avec les mesures qui étaient existantes, comme par exemple le paiement d'impôts pour les communes, qui permettent aussi de contribuer au budget de fonctionnement des collectivités. Alors, il y a cette idée de simplifier les procédures pour accélérer, justement. C'était une demande de votre part, du secteur ? Alors, nous, notre vraie demande, c'est deux choses. D'un côté, la stabilisation des moyens de l'État, parce qu'en fait, un processus d'autorisation d'un projet d'énergie renouvelable, ça demande ce qu'on appelle les services instructeurs. Donc, il y a des personnes dans les services déconcentrés de l'État qui, par exemple, pour un projet éolien, c'est à peu près 1500 à 2000 pages qui sont déposées. Donc, il faut instruire, il faut regarder ce qu'il y a dedans, dire on est d'accord, pas d'accord, regarder si ça correspond aux données qui sont nécessaires. Et si on n'a pas, entre guillemets, si on n'a pas de bras pour faire ça, si on n'a pas de moyens humains pour faire ça, et ben en fait, les dossiers s'accumulent et ça prend du temps. Donc ça, c'était une demande que l'on a. Ça a été traité dans le cadre du PLF, du projet de loi de finances. Et on fait attention à ce que sur le PLF 2023, on continue à investir dans les moyens humains associés à la transition énergétique. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui nous semble très importante, c'est qu'on a besoin de visibilité. C'est-à-dire que, comme tout secteur d'activité, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas régulièrement se dire tiens, on va changer de procédure, on va rajouter telle règle, modifier ça, etc. Là, on a un cadre qui est stabilisé. Il faut que ce cadre reste le même pendant les 10 à 15 prochaines années que l'on a devant nous pour qu'on puisse collectivement, que ce soit les services instructeurs, que ce soit désormais les élus locaux qui sont copilotes de la transition et les filières, réussir à avancer plus rapidement. Oui, mais alors, ce qu'on a retenu, c'est simplification procédurale, donc il y aura moins de voies de recours pour accélérer les projets. Il y a aussi ça dans la loi. L'objectif, c'était, alors pas dans cette loi, mais ce que propose cette loi, c'est de dire, on a constaté en France que une bonne partie des recours qui sont déposés contre les projets d'énergie renouvelable sont des recours dits abusifs. C'est pas nous qui le disons, c'est la justice qui le dit, puisque 95% des recours sont refusés, puisque jugés non pertinents. Et donc, la loi dit, grosso modo, notamment sur un projet photovoltaïque ou un projet éolien, un recours, c'est 1 an et demi à 2 ans qui sont perdus dans le rythme de développement d'un projet. 1 an et demi à 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? L'État dit, moi, je suis assez sûr des autorisations que je donne. Je pense que ce sont des autorisations qui sont de qualité. Et donc, du coup, je vais créer un fonds de garantie de construction sous recours. C'est-à-dire que vous, acteurs des énergies renouvelables, vous allez avoir le droit de construire votre projet, même s'il est sous recours. Et moi, je garantis que si vous perdez votre recours, je vais indemniser les sommes que vous avez engagées pour la construction de ce projet. Parce que moi, État, je considère que les permis que je vous donne sont des permis de qualité. J'ai confiance dans les permis que je vous donne. Dans mes processus d'instruction et dans ma loi. Et s'il faut, il y aura quelques pourcents, 2-3% des projets sur lesquels il faudra remonter. Ça, c'est une mesure en termes d'accélération qui est très forte. C'est 1 an et demi à 2 ans gagnés. D'accord, donc ça n'empêche pas les recours, mais c'est l'État qui couvre, bien compris. Redonner du pouvoir aux maires, aux élus locaux, sans aller jusqu'au droit de veto. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça change ? Alors, d'abord, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les associations d'élus, notamment l'Association des maires ruraux de France, et puis le Sénat, a dit, en fait, les élus locaux ne veulent pas du droit de veto. Les élus locaux... Parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas forcément les moyens techniques pour prendre une décision, c'est ça ? Parce qu'un droit de veto, ça s'argumente. On ne dit pas oui ou non, parce que je me lève le matin et j'ai décidé que c'était bien ou que c'était pas bien. Il faut l'argumenter, il faut expliquer pourquoi. Donc,
ils ont dit, nous, en fait, on ne veut pas ça. Par contre, ce que l'on veut, c'est devenir copilote de la transition énergétique avec l'État. Et donc, en fait, le système de planification qui est proposé notamment avec l'identification de ces zones d'accélération qui touchent toutes les énergies renouvelables, qu'elles soient électriques, donc solaire, éolien ou thermique, biomasse, géothermie, tout ça. Ils ont dit, en fait, moi, je vais recevoir les données que me donne l'État. Où est-ce qu'il y a du vent, où est-ce qu'il y a du soleil, où est-ce qu'il y a de la biomasse, où est-ce que passe le réseau de transport et de distribution d'électricité, où est-ce qu'il y a un réseau de chaleur pas loin, quelles sont les caractéristiques environnementales de mon territoire. Je vais croiser l'ensemble de ces données. Et moi, maire, puis président d'intercommunalité, je vais dire, je croise ces données avec l'histoire de mon territoire, sa sociologie, les jeux d'acteurs sur le territoire, et je vais dire, ben voilà, dans telle zone, je vais considérer que telle zone peut être une zone d'accélération sur laquelle on va pouvoir faciliter la mise en œuvre des projets. Ça permet de définir aussi des zones d'exclusion, c'est ça. C'est un peu du donnant-donnant, quoi. Alors, ce qui est très intéressant dans le texte, c'est qu'il y a la possibilité qui est ouverte d'ouvrir des zones d'exclusion à une seule condition, et ça c'est très intéressant, qu'à l'échelle du département, que l'ensemble des élus se soient accordés pour définir suffisamment de zones d'accélération pour réussir les objectifs. Oui, mais il y a des départements, notamment ou même des régions sur l'éolien qui considèrent, je vais vous citer les Hauts-de-France, vous ne serez pas surpris qu'il y en a déjà trop. Alors, et là aussi, il y a une réponse dans la loi, et là c'est aussi très intéressant. On a introduit, le gouvernement, les députés et les sénateurs ont introduit quelque chose qui était demandé depuis très longtemps par la filière, qui était de dire, écoutez, mettons en place un système qui permet de moduler le prix auquel on achète l'électricité en fonction du gisement. C'est-à-dire, évitons de concentrer les projets éoliens là où il y a beaucoup de vent et les projets photovoltaïques là où il y a beaucoup de soleil, puisque aujourd'hui on a des technologies sur le vent, sur l'éolien ou sur le photovoltaïque qui permettent de produire, y compris lorsqu'il y a un peu moins de vent, un peu moins de soleil. Donc, on va moduler le prix pour encourager à s'installer dans des zones où il y a un peu moins de vent et un peu moins de soleil. Et ça, c'est très intéressant parce que ça évite justement ces phénomènes de concentration, puisque ce qu'on apprend de 20 ans de politique de développement des énergies renouvelables, c'est que qu'on soit la méthanisation en Bretagne, le photovoltaïque dans le sud ou l'éolien en Hauts-de-France, dès que ça se concentre, il y a un phénomène de rejet. Donc là, on a une incitation à se déconcentrer. Merci beaucoup Michel Djuria. On parlera d'éolien maritime parce que c'est aussi une thématique en soi dans une autre émission. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat quand les producteurs de champagne s'engagent. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de ce Smart Impact, mes invités sont avec nous en duplex, en visioconférence. Charles Gomer, directeur général du comité Champagne, et Pierre Naviot, directeur environnemental de ce même comité. Bonjour à tous les deux. Charles Gomer, vous représentez le secteur. C'est combien de vignerons, combien de coopératives ? Oui, la Champagne représente environ 20 000 vignerons, 150 coopératives et 300 négociants, qui concourent tous à la production du raisin, à l'élaboration des vins et à leur commercialisation dans le monde entier. Vous venez d'annoncer un nouveau plan de développement durable de la filière, Charles Gomer, avec quel objectif ? L'objectif, c'est de répondre aux attentes de nos consommateurs, qui sont d'avoir des produits qui sont plus respectueux de l'environnement et qui préservent sur le long terme la durabilité de notre filière. Pierre Naviot, si on jette là d'abord un coup d'œil dans le rétroviseur en quelque sorte, quels efforts ont été réalisés ces dernières années ? C'est une prise de conscience récente, si vous nous faites un peu la chronologie. De conscience qui remonte à une vingtaine d'années aujourd'hui, puisque le premier bilan carbone de la filière a été réalisé en 2003. Et suite à ce bilan carbone, un plan d'action qui s'appelle le plan carbone Champagne a été mis en place. Donc on en est aujourd'hui au deuxième plan carbone Champagne qui comporte 90 actions dans 6 grandes thématiques. Viticulture durable, œnologie durable, éco-conception du packaging, efficacité énergétique dans les bâtiments, économie circulaire et transport. Et donc en plus d'une quinzaine d'années, on a aujourd'hui réduit l'empreinte carbone globale de la Champagne de 15%. Ramené à la bouteille, on est aujourd'hui à moins 20% de CO2 par bouteille commercialisée.
Et Pierre Navio, ça veut dire qu'avec les nouveaux engagements qui viennent d'être pris, c'est quoi? C'est une continuité? C'est un changement d'échelle? Vous diriez quoi? Il y a une accélération? Alors, il y a une continuité des efforts. Il va certainement falloir accélérer la baisse des émissions de gaz à effet de serre, puisque l'objectif, c'est moins de 75% d'ici 2050. La nouveauté, c'est qu'on va aussi s'intéresser aux puits de carbone, c'est-à-dire le stockage de carbone, que ce soit dans les sols de vignes, dans la plantation de haies, en pourtour des parcelles viticoles, mais aussi dans le voisinage de notre appellation, par exemple la reforestation, des projets avec les agriculteurs, la préservation de zones humides. C'est une partie qu'on avait jusqu'ici assez peu creusée parce que c'est une problématique un petit peu plus récente, un petit peu plus émergente, à laquelle il va falloir s'atteler maintenant. Charles Gomer, pour atteindre cet objectif du net zéro carbone en 2050, alors il y a beaucoup de leviers à activer. Je pense au poids des bouteilles, tiens, par exemple. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce qui est faisable quand on a une maison de champagne? Alors, le poids des bouteilles, vous avez raison, c'est un sujet très important. La bouteille est une bouteille qu'on appelle bouteille-outil, puisqu'elle est destinée à non seulement élaborer les vins, mais ensuite à suivre le vin pendant toute sa commercialisation. C'est une bouteille qui est relativement lourde pour pouvoir résister à la pression importante qui est à l'intérieur des bouteilles. Nous avons, depuis une demi-douzaine d'années, réduit de manière significative le poids de cette bouteille, en la faisant passer de 900 grammes à 835 grammes. L'objectif, c'est évidemment de conserver les propriétés mécaniques de la bouteille pour assurer la sécurité des opérateurs dans les caves et aussi des consommateurs. Des progrès sont peut-être encore à faire, mais il va falloir chercher dans bien d'autres directions pour pouvoir atteindre l'objectif que Pierre a fixé. Oui. Alors j'ai une question. On a reçu il y a quelques jours, 2-3 semaines, le patron d'une maison de cognac qui propose, à côté des bouteilles traditionnelles, des bouteilles à base de fibres de lin. Alors je ne sais pas si vous poussez le curseur jusque-là, c'est-à-dire en termes d'innovation, de recherche et développement, de se dire est-ce qu'on oserait, entre guillemets, abandonner ou en tout cas proposer une offre alternative à la bouteille de champagne classique, quoi, ancestrale? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. La première, c'est que notre première préoccupation, c'est évidemment la sécurité. Et donc, je vous le disais il y a quelques instants, les bouteilles sont des bouteilles sous pression et il faut être prudent. Cela étant, vous avez raison de le noter, il ne faut pas se fermer de porte. Aujourd'hui, la bouteille de champagne est une bouteille traditionnellement en verre, mais on doit garder ouvertes toutes les possibilités, sachant qu'il y a déjà une chose qui est importante, c'est que la plupart des bouteilles de verre sont recyclées et l'utilisation très massive du verre vert facilite et améliore cette capacité de recyclage. Pierre Navio, par rapport à cet objectif-là, 2050, le levier le plus efficace, le plus important déjà activé ou à accélérer, c'est lequel ? Alors, le levier déjà activé, c'est, comme Charles évoquait, l'allègement des bouteilles et aussi l'augmentation de la part de recyclé dans les bouteilles. Aujourd'hui, dans une bouteille de champagne, vous avez à peu près 90% de verre recyclé. Donc ça a été un levier très important. À l'avenir, il n'y a pas une solution miracle, c'est vraiment l'addition de multiples actions de réduction. On peut citer par exemple l'évolution du machinisme viticole avec le développement de tracteurs électriques par exemple, qui est une piste intéressante. L'efficacité énergétique dans les caves, ce sont des axes sur lesquels on travaille, ou aussi de façon un petit peu plus lointaine, l'export des bouteilles par des voiliers vers l'Amérique du Nord. Ça fait partie des actions un petit peu de rupture qu'on envisage. Mais il n'y aura pas une solution. Il va falloir que dans chaque secteur, que ce soit les agronomes, les œnologues, les metteurs en marché de packaging, les transporteurs, etc., se mettent en mouvement à leur échelle pour engendrer en fait cette baisse globale. Charles Gomer, le champagne, vous nous l'avez dit, c'est un kaléidoscope de milliers de vignerons, de maisons de champagne, de coopératives. Est-ce que certains des vignerons sont un peu plus rétifs au changement, plus difficiles à convaincre ? Oui, vous l'avez noté, on est en face d'un défi comme on n'en a probablement jamais connu, et on sait qu'il est vital pour notre filière. On en a la conviction, nos décideurs en ont la conviction. Maintenant, il faut entraîner les 20 000 champenois
dans cette voie, dans cette route. Je crois qu'on a une force, un avantage compétitif extraordinaire, c'est que depuis 80 ans, les champenois ont l'habitude de travailler ensemble. Charles Gomer, dans cet objectif collectif dont vous nous parlez, et sur la prise de conscience, est-ce qu'il y a aussi le fait de se comparer aux autres vins, aux autres alcools, se dire le champagne ne peut pas être en retard dans cette transformation, dans cette transition? Non, vous avez raison, on ne peut pas être en retard, et c'est non seulement parce qu'on a une ambition de leadership, on a une ambition d'être les meilleurs. Cela étant, c'est aussi pour répondre aux attentes de nos consommateurs. Le champagne, même si ça peut surprendre certains, n'est pas un produit absolument vital pour les consommateurs. Et donc, il doit répondre à leurs attentes et leurs attentes profondes qui deviennent de plus en plus des attentes sociétales. Donc, on doit progresser. Cela étant, je pense que et certains s'y prêtent, ce n'est pas notre façon de faire. Se comparer aux autres n'est pas notre objectif. Ce que l'on veut, c'est être les plus ambitieux pour nous-mêmes et répondre aux attentes de nos consommateurs. Alors je vais rappeler, comme à chaque fois qu'on parle d'alcool dans cette émission, à consommer avec modération. Évidemment, Pierre Naviot, il y a cette notion de surface viticole certifiée. De quoi s'agit-il et comment vous l'utilisez par rapport à votre objectif de décarbonation? Oui, alors aujourd'hui, la Champagne comporte 64% des surfaces viticoles sous certification environnementale. Nos coprésidents, donc le président des vignerons et le président des maisons de Champagne, ont fixé un cap d'être certifiés à 100% d'ici 2030. Et donc, on l'utilise comme un outil d'entraînement collectif. Ça nous permet d'entraîner toutes les exploitations dans une démarche de progrès environnemental. Donc, dans les certifications, il y a la certification bio, la certification HVE et la certification viticulture durable en Champagne, qui est une certification qui se base sur HVE, mais avec une surcouche d'ambition qui sont propres à la Champagne. On a 59 critères supplémentaires, dont la biodiversité et dont le carbone, dans notre certification viticulture durable en Champagne. Oui, et un dernier mot, Pierre Naviot, la notion de réduire aussi l'usage des herbicides, ça fait partie des objectifs? Oui, on a un objectif de tendre vers le zéro herbicide d'ici 2025. Aujourd'hui, un grand pas a été franchi, puisque l'usage des herbicides a été très largement réduit. Le traitement moyen en Champagne aujourd'hui, c'est 0,3 traitements. C'est-à-dire que ce n'est plus du tout une solution courante, c'est une solution très ponctuelle dans certains cas très particuliers, des parcelles difficiles d'accès, ou une espèce invasive. Mais ce n'est plus du tout une solution d'usage courant. Là encore, on a vu la force du collectif, puisqu'il a fallu entraîner tout le monde avec des changements de pratiques, avec des changements de matériel. Arrêter les herbicides, ça veut dire du travail du sol et ça demande une certaine technicité et une certaine formation derrière ça. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de Smart Ideas. Nos cœurs vont battre à l'unisson. Smart Ideas, tout de suite, je vous présente mon invité Arnaud Mascarel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Fine Arts, entreprise basée à Bordeaux. Votre métier, c'est l'insuffisance cardiaque, on peut dire ça. C'est combien de brevets déposés? Et puis voilà, c'est quoi Fine Arts? Alors Fine Arts, aujourd'hui, c'est plus de 70 brevets, 20 familles de brevets différentes. C'est 50 employés, une croissance rapide en termes d'effectifs. Et c'est une société qui a vu le jour en 2010 avec un projet extrêmement ambitieux de venir proposer une solution à ces patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque sévère et pour lesquels aujourd'hui on n'a rien à proposer. D'accord, donc rien n'existait et vous êtes parti d'une page blanche en disant qu'il faut qu'on invente une nouvelle technologie, une nouvelle offre. En fait, moi j'ai cofondé la société avec des cardiologues de Bordeaux, de la clinique et du CHU, qui au quotidien avaient des patients qui souffraient d'insuffisance cardiaque, qui n'avaient rien à proposer si ce n'est des pacemakers, mais qui sont destinés à une certaine tranche de la population. Et donc, il a fallu innover et trouver une solution. On est vraiment parti d'une feuille blanche en 2010 et on arrive aujourd'hui à l'aube des essais cliniques. Ouais. Oui, puisque vous venez d'obtenir la certification ISO 13485, c'est quoi? C'est une autorisation de mise sur le marché? C'est pas exactement ça? Non, c'est quoi? Alors la certification ISO 13485, c'est une validation de notre système de management de la qualité qui montre que nous, MedTech, on sait
innover, développer, fabriquer selon les standards reconnus au niveau international. Et donc, lorsqu'on va ensuite arriver en phase clinique, parce qu'avant d'aller sur le marché, il faut faire des phases cliniques, on arrive déjà avec quelque chose qui est fait selon les bonnes règles et bien documenté. On comprend à quel point c'est un temps long, hein, l'innovation et la création d'entreprises dans le domaine médical. Donc c'est l'ICOMS Flowmaker, technologie de rupture, on peut le dire. C'est quoi exactement? Alors j'ai amené une petite version prototype de notre dispositif. Ouais. Mais mettez-le assez haut, qu'on le voit bien. Là. Donc en fait, l'ICOMS Flowmaker, c'est la première pompe cardiaque totalement implantable. Capable de se synchroniser avec la contraction native du cœur, donc pour augmenter la capacité cardiaque. Parce que l'insuffisance cardiaque, il faut revenir aux bases, c'est lorsque le cœur, qui est une pompe, n'arrive plus à se contracter suffisamment fort pour éjecter et venir oxygéner l'ensemble de l'organisme. Et lorsqu'on rentre dans des stades sévères, donc lorsque la fraction d'éjection, la capacité du cœur ne dépasse pas 20%, c'est-à-dire que 80% du volume du sang reste dans le cœur au lieu de venir perfuser et oxygéner l'organisme, il faut qu'on trouve des solutions. Et aujourd'hui, on n'a rien à proposer. Donc, c'est des patients qui vont être hospitalisés, etc. Et la seule solution, le gold standard, c'est la greffe, mais qui reste vraiment nichée à une toute petite tranche de la population. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de milliers de patients qui, chaque année, rentrent dans ces stades sévères. Et les greffes dans le monde, c'est 5000. Donc, on voit qu'il y a un fossé entre le besoin clinique et finalement les solutions thérapeutiques qu'on peut apporter aux patients. Et donc ça... Donc cette pompe-là... Ça, c'est tous les brevets dont vous nous parliez, ils sont là-dedans. C'est une partie du système, parce que cette pompe-là, donc, on va implanter par mini-thoracotomie, par une chirurgie mini-invasive, à cœur battant. On n'arrête pas le cœur, c'est pas une sternotomie. On passe entre les côtes, on fait un trou dans le cœur, on met la pompe dans le cœur. Et cette pompe-là, elle va être connectée à un boîtier type pacemaker, donc j'ai pas ramené l'ensemble du système. Et ce boîtier, qui contient une batterie implantable, rechargeable sans fil, va être intelligent, va piloter la pompe, va être capable de savoir quand le patient fait un effort, quand son cœur se contracte, va être capable de s'ajuster finalement aux besoins du patient et va donc assister la contraction native pour pouvoir finalement apporter le débit sanguin suffisant pour pouvoir permettre aux patients de vivre normalement. Si on parle un peu business, on est sur une chaîne business, c'est un marché mondial, j'ai lu ça, estimé à 5 milliards de dollars. Ouais, c'est même plus. 5 milliards, c'est vraiment les premiers, donc c'est 50 000 patients à peu près, c'est les tout premiers patients qui sont aujourd'hui vraiment avec une espérance de vie inférieure à 2 ans pour lesquels il faut absolument, le plus urgemment possible, apporter une solution. Mais c'est un marché qui est beaucoup plus grand, qui dépasse les 20 milliards de dollars, parce que l'insuffisance cardiaque, c'est une maladie dégénérative. Donc au départ, on va s'adresser aux patients les plus sévères, ceux qui sont sur liste de greffe. Mais bien entendu, en amont de ça, il y a encore des centaines de milliers de patients qui n'ont rien et qui vont inexorablement aller vers une dégénération de la maladie et potentiellement vers un besoin de greffe. Donc le marché va s'étendre. On va commencer par les plus sévères, mais on va étendre le marché vers ces patients-là. Merci beaucoup Arnaud Mascarel et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Louise Perrin et Marie Billa, programmation et production, Romain Luc à la réalisation, Saïd Mamou au son. Salut.